Bienvenue à la 8e conférence que nous avons le plaisir d'organiser en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Je vais avoir le plaisir de vous présenter nos conférenciers, Pierre Possébé et Bernard Deloriston. Nous avons voulu organiser cette conférence en ouverture des Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. À la fois la mission UNESCO et la Fondation du patrimoine vous invitent à rejoindre les différents lieux qui vont être présentés. Pour notre part, à la mission UNESCO, vous trouverez toutes ces informations dans la rubrique Actu de notre site Internet. Si vous êtes particulièrement intéressé par notre patrimoine, y compris le patrimoine que nous voulons défendre, celui aussi de la biodiversité. Je vais donc maintenant vous présenter les conférenciers. J'aurai le plaisir de les laisser parler pour environ 40-45 minutes. Je vous invite à poser vos questions dans le chat que je vais surveiller dans le fil de discussion. Et puis, nous les traiterons vraisemblablement en fin de conférence. Et nous allons laisser cette conférence se dérouler. Et ça va être, je pense, passionnant et d'avoir un dialogue avec deux conférenciers, ce qui est une première pour nous. Voilà, donc un petit mot sur les conférenciers. Donc Pierre Possémé est délégué régional de la Fondation du patrimoine. C'est l'ancien président de l'Union nationale de la maçonnerie, l'ancien vice-président de la Fédération française du bâtiment, l'ancien président régional du MEDEF, président tout le temps, président de la GFIS, et surtout, en tout cas, moi, c'est comme ça, c'est essentiellement que je le connais, membre du conseil scientifique de l'UNESCO, donc il participe à tous nos travaux qui concernent le patrimoine. Et bien entendu, s'il a été président de tout ça, c'est parce qu'il était avant tout créateur du bâtiment associé amusant. Donc, merci Pierre Possémé d'être là. Merci. Et puis, je vais céder ma place à Bernard Deloriston, donc, qui est chargé de mission à la Fondation du patrimoine et qui est responsable pour la région Marne-Ardenne, qui est responsable des partenariats. Voilà, je vais vous laisser je vais d'abord arrêter le partage pour que vous puissiez les voir et leur laisser la parole. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà un petit peu d'histoire, rappeler que notre fondation est née en 1996. Donc cette fondation a été créée à l'initiative d'un sénateur auxois, donc c'est important de le préciser puisque c'est donc un champenois, le sénateur Gaillard, qui a à l'époque, avec l'État, ils se sont rendus compte que quand on parlait du patrimoine, on parlait essentiellement de patrimoine classé, monument historique, ou inscrit monument historique, mais on s'aperçoit que dans nos territoires, dans nos villages, dans nos communes, dans nos villes, beaucoup de patrimoines sont des patrimoines exceptionnels, mais qui ne sont inscrits nulle part, mais qui étaient souvent en état de péril et qui sont d'ailleurs très souvent encore, malheureusement, en état de péril. Donc, la naissance était importante de créer un organisme, et c'est là qu'est née la Fondation du patrimoine, sous le ministre Douste-Blazy, puisque 1996, c'était M. Douste-Blazy qui était ministre de la Culture. Et c'est à cette époque-là que très vite, la Fondation s'est créée, est un peu rentrée, je dirais, dans le paysage en parlant du patrimoine. Et donc, c'est structuré en région. D'ailleurs, nous, en Champagne-Ardenne, on est né en 2001. Donc, vous voyez, ça, tout ne s'est pas fait le même jour. Moi-même, je suis rentré en 2003 pour prendre la délégation régionale, donc très peu de temps après sa création. Et petit à petit, on a grossi. Aujourd'hui, la Fondation travaille essentiellement avec des bénévoles, puisque c'est 24 bénévoles qui structurent notre Champagne-Ardenne. Vous pouvez voir qu'on a gardé d'abord les anciennes régions, parce que quand on parle de patrimoine, il faut être au plus près du terrain. Et nous avons deux chargés de mission, donc Bernard Deloriston, qui est à mes côtés, qui suit particulièrement la Marne et les Ardennes, et Valentine Roland, qui, elle, suit l'Aube et la Haute-Marne. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation. L'orientation, c'est très vite
mise sur le mécénat. C'est d'ailleurs, on est là aujourd'hui pour parler du mécénat, parce que pourquoi d'abord l'institution s'est intéressée au mécénat? Parce que il faut toujours des moyens, toujours plus de moyens pour préserver le territoire, et les aides de l'État ont leurs limites, et l'aide des départements, des régions. Donc, il était important de faire participer les particuliers et les entreprises à cet acte de reprise en main du patrimoine. Donc, très rapidement, ça s'est ouvert de ce côté-là. Et également, bien sûr, je l'ai dit, le bénévolat, et que nous continuons à penser que c'est vraiment un rouage essentiel à la vie de notre fondation. Vous savez, si on n'avait pas ce bénévolat, on ne pourrait pas faire d'abord les missions que nous remplissons pour être plus près des élus, mais aussi des particuliers. Voilà, donc on va, avec Bernard Deloriston, se partager un peu cette conférence. Et donc, je vais tout de suite lui laisser la parole pour vous parler des missions de cette fondation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, la mission principale de la Fondation du patrimoine, c'est d'accompagner les collectivités et les associations dans la préservation du patrimoine et aussi dans sa valorisation. C'est-à-dire que nous, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas faire restaurer pour restaurer, mais que derrière, il y ait une plus-value qui soit apportée au patrimoine sur lesquels on intervient. Alors, la fondation, quand on dit Fondation du patrimoine, aujourd'hui, on est connu et reconnu essentiellement pour le patrimoine bâti, mais nous nous occupons également aussi de préservation des paysages et d'espaces naturels. C'est même d'ailleurs un gros volet aujourd'hui sur lequel que nous développons aujourd'hui. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on a tendance à oublier, que moi-même j'ai appris finalement assez récemment, c'est que la préservation du patrimoine naturel est inscrite dans les statuts de la Fondation du patrimoine dès l'origine, dès 1996. Et du coup, c'était l'occasion vraiment de remettre ça au goût du jour. Et compte tenu du contexte actuel, écologique, climatique, etc., il était important pour nous de développer cet axe-là sur lequel jusque-là on était un peu timoré. Mais on travaille aussi sur du patrimoine mobilier. Alors, un des plus bels exemples qu'on a en Champagne, c'est la préservation d'un foudre à Chigny-les-Roses, objet viticole par excellence, et qui permet, mine de rien, au grand public de connaître ce type d'objet. Alors, autant les vignerons, ça, il n'y a pas de souci, ils le connaissent. En revanche, c'est moins certain que le grand public connaisse ce type de patrimoine. Voilà, alors un foudre, en 2 mots, c'est un très grand tonneau dans lequel était stocké le vin. Et on a un patrimoine aussi sur lequel on essaie d'intervenir, qui est souvent mal aimé, c'est le patrimoine industriel. Et Dieu sait qu'en Champagne, nous en avons quelques-uns, que ce soit dans la Marne avec les anciennes friches lainières, que ce soit dans les Ardennes avec le patrimoine notamment ardoisier ou textile, dans l'Aube avec les anciennes bonnetteries ou les cristalleries, etc., etc. Vraiment, c'est un patrimoine qui aujourd'hui commence petit à petit à être mieux connu, mieux apprécié à sa juste valeur et qui, mine de rien, fait partie de l'histoire de notre Champagne. Alors pour cela, la Fondation a 3 outils, on va dire, principaux de mécénat sur lequel elle intervient. Vous avez d'une part la souscription publique, alors qui est vraiment l'outil le plus connu, le plus traditionnel de la Fondation du patrimoine, qui consiste en un lancement d'appel aux dons aux particuliers, aux entreprises pour la préservation d'un patrimoine. Alors ça peut être l'église, ça peut être le lavoir, ça peut être un château, ça peut être un pigeonnier, que sais-je, mais c'est vraiment l'appel au mécénat populaire. D'ailleurs, chaque année, il y a un prix spécial pour le mécénat populaire, pour des collectivités ou des associations qui ont su mobiliser les habitants sur leur projet. D'ailleurs, il se trouve, Cocorico, que le prix du mécénat populaire cette année est dans les Ardennes, donc pour la restauration d'une église. Donc vous avez ce type d'outil-là. Vous avez un autre outil qui dépend là pour le coup directement de la Fondation du patrimoine, ce sont les clubs des mécènes, qui sont en fait juridiquement des fondations abritées, et en fait ce sont des clubs d'entreprises, souvent des PME, TPE locales, qui se réunissent autour de valeurs communes et une sensibilité importante autour du patrimoine, et qui participent par leur cotisation annuelle au financement de projets qu'elles-mêmes décident. Donc, chaque année, la Fondation leur présente un certain nombre de projets, et ce sont ces entreprises qui disent, voilà, nous, on veut donner pour tel projet ou tel projet. Et c'est évidemment cumulable avec la souscription publique dit précédemment. Et la troisième manière de faire du mécénat par la Fondation, c'est le dernier arrivé, le petit nouveau, qui est devenu très grand maintenant, c'est la mission Stéphane Bern, donc le fameux loto du patrimoine.
Et, et là, ce sont des gros apports beaucoup qui sont apportés. Alors, de fait, il n'y a qu'un seul dossier par an, mais dans les départements. Mais mine de rien, c'est un coup de pouce là aussi qui se cumule avec les 3 autres et qui permet à des propriétaires publics ou même privés d'ailleurs là de pouvoir mener au bout leur projet. Un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite de projet qui a cumulé les 3, donc à la fois la souscription publique, la mission Berne et le club mécène, c'est la restauration du pavillon Lambert à Gueux. Voilà, donc tout près de Reims. Alors la Fondation dispose aussi d'un autre outil, alors qui n'est pas spécifiquement lié à la thématique du mécénat, mais qui est quand même important. Il s'agit du label qui permet à un propriétaire privé, sous certaines conditions, de bénéficier d'une aide financière et fiscale pour réaliser des travaux sur un bâtiment ayant un intérêt patrimonial ou, depuis 2020, sur des parcs et jardins. Donc, c'est un outil très incitatif qui permet de mettre en valeur à la fois les propriétaires qui réhabilitent dans les règles de l'art leur patrimoine, mais qui permet aussi derrière de réhabiliter parfois des centres-villes de petites communes, souvent un peu désertées. Et il y a quelques communes comme ça, j'ai un exemple en tête, la ville de Joinville en Haute-Marne a massivement investi ces 10 dernières années via notamment le label de la Fondation. Et aujourd'hui, c'est une commune qui est reconnue pour son beau centre-ville. Donc, et pour cela, alors pour ce type d'outils, pour développer le mécénat, la Fondation doit s'appuyer par contre sur des partenariats année après année qu'elle développe. Alors, l'intérêt de notre fondation, c'est bien sûr de fédérer. Nous sommes là au cœur d'un système où on se doit de fédérer, bien sûr, les communes, mais également fédérer les architectes bâtiments de France. Et on se réjouit, nous, quand des fois, on sait que ça ne se passe pas bien avec un architecte bâtiment de France. En Champagne-Ardenne, je peux dire que les 4 architectes bâtiments de France travaillent vraiment de concert avec nos bénévoles et on s'en réjouit du travail qu'ils font en commun pour soutenir ce patrimoine régional. On a également une démarche importante avec, bien sûr, la DRAC. On est en permanence en contact sur les projets de la Direction régionale des affaires culturelles sur notre région. Nous avons bien sûr aussi le travail en permanence, je l'ai déjà dit, mais avec les maires des communes qui sont souvent un peu désorientés et qui souvent appellent la Fondation parce qu'ils sont au bout du rouleau, ils ne savent pas comment faire au niveau de leur patrimoine, ils ne savent pas des fois comment le financer. On a un site en plus au niveau de la Fondation qui est assez remarquable maintenant, sur lequel est très lisible, très proche d'eux, et on l'a vu au Salon des maires à Châlons où ils se félicitent les uns les autres de travailler avec notre fondation. Et on a également, bien sûr, un partenariat extrêmement fort avec l'UNESCO. D'ailleurs, vous voyez bien, puisqu'aujourd'hui, on intervient dans les murs de l'UNESCO. On a voulu, avec Pierre-Emmanuel Tétinger, rapprocher nos structures, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même un but vraiment commun, c'est d'améliorer nos paysages, d'améliorer, bien sûr, aussi bien ce qui est vu sur le sol que les sous-sols, puisque les sous-sols font aussi partie de notre mission. Bernard l'a très bien dit. Moi, vous savez, dans cette région Champagne-Ardenne, j'ai toujours dit qu'on a 4 départements, on a 4 missions importantes. Dans l'Aube, c'est tout le passé du textile à mettre en valeur, tout ce qui a fait la richesse de l'Aube, c'est le textile. Donc, travailler beaucoup sur des métiers à tisser. Il n'y a pas que les bâtiments, Bernard l'a très bien dit, il faut aussi travailler sur les anciennes machines qui ont montré l'existence patrimoniale. Quand on fait en ce moment ces journées régionales et nationales du patrimoine, c'est bien de montrer tout ce qui a été la richesse de nos secteurs. Quand vous êtes en Haute-Marne, les maîtres de forge étaient extrêmement puissants, donc c'est de refaire vivre ces maisons de maîtres de forge de façon à montrer ce qui a fait d'abord la qualité de ces villages au Marnais. On voit que c'était des régions extrêmement aisées, avec il n'y a pas un village qui n'a pas son petit château, quoi. Donc on voit que la Haute-Marne est souvent méconnue, mais elle gagne largement à être connue quand on pénètre au sein de la Haute-Marne. Les Ardennes, c'est sa puissance industrielle, mais c'est aussi ses ardoisières. Actuellement, restaurer un puits, un chevalet au-dessus d'un puits dans les Ardennes, c'est assez extraordinaire qu'on soit présent dessus avec la mairie, avec les habitants, et ça va refaire vivre
un village, et pourquoi pas demain refaire vivre peut-être des carrières d'ardoise qui pourraient très bien revivre. Aujourd'hui, on veut reconsommer du local, on veut reproduire du local, mais il faut aussi se poser sur ces questions de comment on a vécu à une époque et peut-être de retrouver des fondamentaux dans nos départements. Et dans la Marne, c'est son agriculture puissante, c'est sa viticulture. Travailler à restaurer les premiers enjambeurs, c'est aussi montrer qu'on n'a pas toujours travaillé avec des machines un peu maintenant exceptionnelles qui se conduisent même toutes seules. Je veux dire, c'est toujours en regardant et en enrichissant son passé qu'on améliore son avenir. Donc, je pense que tout ça, c'est important pour notre jeunesse qui nous suit, de savoir qu'on a travaillé avec des outils qui n'étaient pas les outils de maintenant. Vous avez, par exemple, un très bel exemple à Troyes, qui est la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière, où là, vous avez des vrais témoignages de métiers. Alors, on dit métiers anciens, moi je dirais de métiers, parce que la plupart sont encore vivants aujourd'hui, ils travaillent avec d'autres techniques, mais ce sont souvent les mêmes métiers. Hein. Un forgeron d'hier, un métallier repousseur aujourd'hui, il y a un peu les mêmes fondamentaux. Vous savez, un tailleur de pierre de l'époque ou un tailleur de pierre de maintenant, ils travaillent toujours le même matériau. Hein. Un menuisier d'hier, c'est un menuisier d'aujourd'hui. Et puis, je pourrais passer comme ça énormément de métiers pour vous dire que... Et c'est là qu'on voit qu'avec l'UNESCO, on défend bien les mêmes valeurs. C'est bien d'être sur ce qui nous entoure et de bien faire ce que nous faisons et d'améliorer la qualité de nos villages, de notre passé, de notre milieu rural et bien sûr nos villes. Donc et c'est pour ça qu'on a accepté, qu'on a signé une convention pour vraiment travailler ensemble. Et quand l'UNESCO fait appel au mécénat, c'est dans le même bois que nous, quoi. On a besoin des uns et des autres pour améliorer demain ce qui nous entoure. Voilà pour ma part, pour l'instant. Et donc, je vais tout de suite redonner la parole à Bernard, puisqu'on essaye comme ça, on s'est quand même préparé un petit plan. Donc, il faut que chacun intervienne. Ça va me permettre de boire un peu d'eau. Alors, on vient de parler de la fondation. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà, le mécénat. De quoi parle-t-on? Alors, le mécénat, en réalité, est un outil qui est déjà très ancien, mais s'il y a bien une loi à citer, c'est la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Ayagon, du ministre de la Culture de l'époque, car elle est extrêmement importante pour comprendre ce que c'est. Alors, pourquoi? Parce qu'elle avait plusieurs objectifs. Elle avait un objectif de réformer la reconnaissance d'utilité publique des fondations ou d'associations, mais elle avait aussi pour objectif de développer le mécénat en rendant les dispositions applicables aux dons plus attractives. C'est-à-dire que jusque-là, il existait déjà des dispositifs fiscaux pour les dons qui étaient faits en faveur de structures œuvrant pour l'intérêt général, mais le système n'était pas assez attractif. Donc, c'est pour ça que M. Ayagon avait décidé de rendre le mécénat encore plus incitatif, et c'est ce qui a créé des taux de défiscalisation que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour les particuliers, aujourd'hui, imposables sur l'impôt sur le revenu, les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Et en fait, cette déduction à 66% vient de cette loi-là. En fait, c'est assez récent. Pour les entreprises, la déduction, elle se fait à hauteur de 60% dans la limite de 5 promille du chiffre d'affaires hors taxe, donc ça c'est depuis 2003, ou de 20 000 euros, mais ça c'est depuis 2019. Donc l'État a rajouté un plafond possible pour les entreprises depuis 2019, car parfois certaines entreprises, en faisant un calcul sur la défiscalisation, c'était plus intéressant pour elles de défiscaliser avec le plafond de 20 000 euros que le plafond de 5 promille du chiffre d'affaires. Et alors, donc, il y a ces deux catégories-là assez connues. Il y en a une troisième qui concerne les personnes qui sont imposables à l'impôt sur la fortune immobilière, qu'il ne faut pas oublier malgré tout, car là, le don est déductible à hauteur de 75% du montant du don, dans la limite de 50 000 euros. Et voilà, ça, c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour des personnes qui sont imposables à cet outil-là. Et il y a un quatrième, en réalité, il y a un quatrième taux de défiscalisation qui est beaucoup moins connu, mais qui pourrait arriver, par exemple, si un musée à Reims ou à Châlons ou dans une autre ville acquiert une œuvre classée trésor national, la participation en mécénat sur ce type d'acquisition, la défiscalisation est à 90%.
Alors, des trésors nationaux, il n'y en a pas non plus beaucoup. Donc, du coup, c'est pour ça que ce type d'opération n'est pas très courante. Mais je sais que, par exemple, à la mairie de Reims, au musée des Beaux-Arts, ils seraient très intéressés pour avoir un trésor national. Et si jamais il y a une volonté d'acquisition et d'acheter une œuvre derrière, bah, il sera tout à fait envisageable de lancer avec la mairie de Reims une souscription pour laquelle les gens pourront défiscaliser à hauteur de 90%. Donc là, c'est extrêmement incitatif. Et il y a deux autres mécénats. Donc là, on a parlé du mécénat numéraire, financier, mais en réalité, il existe deux autres types de mécénat. Vous avez le mécénat dit de compétences ou de prestations. Donc là, c'est une entreprise notamment qui vous fait, qui vous offre une prestation, un imprimeur qui vous offre l'impression d'un document, ça peut être un service, etc. Donc là, ce mécénat-là est tout à fait envisageable, même s'il est moins répandu. Et vous avez un troisième type de mécénat qui est le mécénat en nature et qui consiste là, pour l'entreprise, là où on parle vraiment aux entreprises, à offrir un bien à la structure accueillant le don. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être pour une entreprise dans le bâtiment, ça peut être un don de matériaux. Voilà, tout ça, ce sont des dispositifs tout à fait classiques, même s'ils sont moins connus et moins mis en pratique que le mécénat financier. Il faut souvent rappeler que l'impôt, c'est un choix. Imposé, bien sûr, mais on a au moins le droit de choisir où on veut le verser. C'est l'avantage du mécénat. Bien sûr, il y a un coût puisque ça ne prend pas 100%, mais ça permet ces dons, d'abord d'améliorer le quotidien des communes qui ont besoin de sauver un patrimoine, mais ça peut être aussi un particulier qui a un château et qu'on veut aider, puisqu'on intervient aussi dans le mécénat pour des particuliers. Je pense que ce n'est pas de l'enrichissement personnel quand on a un château en ruine et qu'il faut le sauver. On laisse réellement un patrimoine à nos enfants et à ceux qui vont nous suivre. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir choisir, de dire, moi, j'ai de la chance de payer de l'impôt, parce que on a aussi un peu, si on paye de l'impôt, c'est qu'on gagne un peu d'argent, donc il ne faut pas être trop malheureux d'en payer. On n'est pas, au moins, de faire son choix, de faire du mécénat, on a l'impression d'avoir rendu service avec notre impôt. Et ça a aussi un avantage, c'est que les métiers du patrimoine ne sont pas des métiers délocalisables. Donc, on fait travailler des salariés de notre région, de notre pays, et je pense que ça permet aussi d'améliorer la valeur ajoutée du pays. Et je pense que ça aussi, il faut y penser quand on fait des dons, parce qu'on participe réellement à un élan national, et puis on sauve des savoir-faire. Vous savez, pour faire un homme de métier ou une femme de métier, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui font les métiers du patrimoine, vous savez, apprendre à être un très bon verrier, à être un très bon charpentier, un très, très bon tailleur de pierre, ou un métallier ou autre, ça demande beaucoup d'années de formation. Nous, on le sait, et là je prends ma casquette compagnon, mais on sait qu'il faut 10 ans pour être un homme de métier reconnu dans son métier. Et je pense que si derrière ces 10 ans de formation à un haut niveau de métier, on ne trouve pas en face des chantiers à la hauteur de ce qu'on a acquis, c'est un peu un gâchis. Donc il faut, par notre action de Fondation du patrimoine, et bien sûr la Fondation de l'UNESCO aujourd'hui qui parle beaucoup de ce patrimoine, on sait que nous apportons réellement une solution pour les gens qui ont appris longuement leur métier et qui travaillent au service de ces patrimoines. Donc ça, il ne faut pas l'oublier quand nous faisons des dons, ça sert réellement les métiers autour de nous. Je vous l'ai dit, la délocalisation qui ne se fait pas. Voilà, on a la chance de pouvoir faire travailler et d'avoir un retour immédiat sur les euros que nous mettons en matière de mécénat. Pierre l'a un peu dit en substance, et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, nous avons une richesse patrimoniale qui est exceptionnelle. Et il faut vraiment en avoir conscience. D'autres pays n'ont pas autant de vestiges aussi variés et aussi importants en quantité. Et même la Champagne aussi ne fait pas exception. C'est-à-dire que même si on est sur un territoire qui a été martyrisé, meurtri par la Première Guerre mondiale, il reste malgré tout un patrimoine exceptionnel qui d'ailleurs balaye toute l'histoire. Puisque ça va aussi bien de l'époque gallo-romaine, avec comme exemple la Porte-Mars, le cryptoportique ou les termes gallo-romains de Warc, pour sortir un peu du cadre marnais.
Ça va jusqu'à l'art déco. Alors avec l'art déco, donc c'est la piscine du tennis club de Reims, c'est l'église Saint-Nicaise, c'est tous les quartiers de la reconstruction de Reims, avec peut-être en immeuble emblématique l'immeuble Kodak à Reims, qui est à l'angle de la rue des Capucins et de la rue de Vesle. Mais vous avez aussi des périodes intermédiaires, vous avez toute l'époque romane. On a encore, malgré tout, et on ne le sait peut-être pas assez, mais encore beaucoup d'églises romanes dans la Marne. Que ce soit l'église de Saint-Thierry, que ce soit l'église de Corrales-Hermonville, que ce soit l'église de Lagerie, et j'en passe, parce qu'il y en a tellement. Vous avez aussi du patrimoine gothique. Vous avez du patrimoine gothique et les plus beaux exemples, on a des magnifiques exemples dans la Marne, que ce soit déjà la cathédrale de Reims, mais même la basilique de l'Épine, les églises de Saint-Amand-sur-Fion, l'abbatiale d'Orbel-Abbey. Voilà, tout ça, c'est vraiment encore des grands et beaux vestiges gothiques de la Marne. Donc vraiment, la Champagne n'a pas à rougir de son patrimoine, et la Champagne plus largement, puisque d'ailleurs, mine de rien, par notre action, on a pu faire ressurgir, je trouve, des pépites du passé qui sont un peu tombées dans l'oubli. Deux exemples qui me viennent en tête. Alors vous allez me dire, ce sont deux abbayes, mais quand même. L'abbaye de Trois-Fontaines dans la Marne, que nous avons pu en partie sauver grâce à la mission Berne, et une autre abbaye qui, là, commence à prendre une importance régionale, l'abbaye de Châtel-Chéry dans les Ardennes, avec des propriétaires extrêmement moteurs et motivés, qui ont racheté l'abbaye en 2019 et qui en font aujourd'hui un grand poumon touristique et culturel départemental. Et là, on est sur une autre architecture, on est sur des architectures cisterciennes du XVIIIe siècle. Donc voilà, vous voyez comme la Champagne, vraiment, on balaye toute l'histoire. Alors, je ne parle pas non plus des églises à pans de bois du XVIe dans l'Aube, qui sont très nombreuses. Bref, il y en a tellement qu'on pourrait en citer beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que le mécénat sur ce patrimoine-là, alors au-delà de la préservation, il y a un vrai impact économique qu'il est important de dire et qu'il est important de répéter pour bien montrer que oui, quand un don est fait pour le patrimoine par la Fondation, il est tout de suite réinjecté dans l'économie. D'ailleurs, la Fondation a fait faire une étude au niveau national, mais qui tient bien sûr pour notre région. Je ne sais pas si vous le savez, mais on le dit depuis un petit moment à la Fondation, quand vous faites un don de 1 euro vers le patrimoine, c'est 21 euros qui sont en retour économique. Donc, pour vous donner une idée, en 10 ans, la Fondation du patrimoine Champagne-Ardenne a récolté un peu plus de 10 millions de dons. Et bien, sachez que c'est 210 millions d'euros de travaux qui ont pu être faits en faveur du patrimoine dans la Champagne-Ardenne. Alors, c'est des chiffres, c'est vrai, 1 euro, 21 euros, ça ne parle pas, mais quand on est sur des chiffres réels du travail que nous avons fait dans cette fondation avec nos quelques bénévoles, vous voyez que c'est quand même énorme en matière de retour économique. Et le retour économique concerne les entreprises du bâtiment parce qu'ils sont concernés en premier chef, mais cela concerne aussi toute l'hôtellerie, la restauration, et toute l'économie dite indirecte qui permet derrière à des communes rurales, à des centres-bourgs, etc., de pouvoir continuer à vivre économiquement. Enfin, donc, il y a les villes, mais ça permet aussi de préserver toutes les campagnes de champenoises et françaises, évidemment. De toute façon, dans notre pays, il y a un amour du patrimoine. On a bien vu, quand ce terrible incendie a touché Notre-Dame de Paris, on a vu cet élan de générosité arriver dans la nuit de l'incendie. Donc, on voit bien que il y a un vrai élan de générosité. Et nous, en Champagne-Ardenne, on le voit, puisque par rapport à d'autres régions de France, on est cocorico, et là, on est très, très bien situé en matière de pourcentage de mécénat par rapport à d'autres régions. Vous savez que la région Champagne-Ardenne pèse à peu près 2% de l'économie nationale. Nous, en dons, on est plutôt à 6, voire 7% des dons au niveau national dans notre région Champagne-Ardenne. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment un amour, peut-être par le travail que nous faisons les uns et les autres. Le fait de parler beaucoup du patrimoine, et on a la chance d'avoir les médias avec nous, je pense que ça aide aussi à ce que les gens redécouvrent autour d'eux quelque chose. Ils ont envie de se faire plaisir et d'aider le patrimoine, peut-être l'église où ils ont été baptisés, où ils ont fait leur communion, où ils se sont mariés. On s'aperçoit que le petit lavoir de leur village qu'ils ont vu quand ils étaient gamins, on s'aperçoit que tout le monde a en souvenir un patrimoine de sa jeunesse qu'il a envie de voir sauver. Moi, je ne suis pas de cette région, mais j'ai appris à aimer cette région. Mais quand je vais dans l'Ouest, j'ai en image du patrimoine qui nous arrive d'aider dans l'Ouest, parce que j'ai
j'ai passé ma jeunesse là-bas, ce qui ne m'empêche pas d'aider le patrimoine champenois, parce que je suis plus champenois maintenant, ayant passé plus de temps en Champagne que dans la région nantaise. Mais voilà, c'est pour dire qu'on est tous attachés à son patrimoine de sa jeunesse et celui qui nous entoure. Et le fait de donner, c'est quelque part s'approprier son patrimoine. Et donc, il y a effectivement une dimension économique voilà, qui est très importante et surtout qui est très locale. Alors, à l'heure où on parle beaucoup aujourd'hui de circuits courts, de localisme presque, bah, en fait, on est en plein dans la cible. Alors, il y a une autre dynamique, évidemment, qui est importante, alors qui a déjà été en partie évoquée tout à l'heure, c'est la dynamique sociétale du don, enfin de l'impact du don, puisque d'une part, ça permet de préserver l'emploi, alors aussi bien dans le bâtiment que dans l'économie dite indirecte, la hôtellerie, restauration, mais cela permet aussi aux donateurs de mesurer que finalement, ils font partie d'un tissu économique et social local qu'il est important de préserver. Voilà, et qu'elle est insérée, et qu'elle est vraiment insérée dans ce tissu. Et qui finalement, ce tissu a besoin d'elle, donc des donateurs de manière générale, mais ce tissu a besoin des donateurs pour pouvoir continuer à tenir. Et en interne, d'ailleurs, c'est toujours valorisant, parce qu'une entreprise, quand elle fait un don, elle peut le valoriser aussi bien auprès de ses collaborateurs, et ainsi, ça permet aussi pour les entreprises de fédérer les collaborateurs autour de valeurs communes ou de sensibilité commune, mais ça lui permet aussi derrière d'accroître son image. Alors, à une heure où on parle de RSE, d'obligations de RSE, notamment pour les entreprises de plus de 500 salariés, bah, la Fondation, en fait, peut tout à fait, par le patrimoine, accompagner indirectement les entreprises dans cette démarche de responsabilité sociale des entreprises. Et d'ailleurs, quand on dit obligation pour les entreprises de 500 ouvriers, mais maintenant beaucoup d'entreprises beaucoup plus petites s'intéressent au RSE. Et d'ailleurs, ce sera même pour la plupart dans des futurs appels d'offres, ça fera partie du mieux-disant pour beaucoup d'entreprises d'avoir ce rôle sociétal. En fait, on doit participer à ce qui se passe autour de nous quand on est une entreprise. Et je pense que là, c'est le chef d'entreprise en retraite aujourd'hui, mais qui voit son entreprise de bâtiment associé progresser avec mon fils aîné qui est à la tête. Et on s'aperçoit que je pense qu'à toute génération, on a eu intérêt dans nos entreprises à communiquer sur nos valeurs. Et c'est le patrimoine, comme l'art en général, parce qu'on se place dans les arts quand on parle de patrimoine. On voit bien que défendre les artistes au niveau des entreprises, ça fait partie également d'un vrai rôle sociétal d'une entreprise. Donc voilà, je pense qu'on se doit tous de donner un vrai coup de main à ce patrimoine. Je disais d'ailleurs que, puisqu'on parle d'ambassadeurs à l'UNESCO, aujourd'hui, ce qui est important les uns les autres, c'est qu'on soit des véritables ambassadeurs de notre patrimoine. Et si tous on a cette corde sensible, eh ben je pense qu'on améliorera la vie de nos concitoyens. Et quand on se promènera, vous savez, on voyage tous. Quand on fait un voyage, qu'est-ce qu'on regarde avec l'agence de voyage? Souvent, on regarde qu'est-ce qu'il y a à visiter, qu'est-ce qu'il y a de beau. Et souvent, c'est ce qui fait notre choix d'une destination. C'est là où quelque chose a été bien restauré, où il y a eu un passé, et on a envie d'aller voir l'architecture inca, l'architecture égyptienne, l'architecture romane pour chez nous, l'architecture gothique. On a tous envie. Moi, je rêve dans cette région d'avoir un circuit gallo-romain pour notre tourisme vert, parce qu'on a un passé également de l'époque gallo-romaine extraordinaire, de Langres, en passant par les Ardennes, mais aussi en passant par la Lorraine. On s'aperçoit qu'on a tout un circuit donc gallo-romain à faire qui, à l'époque où les gens rêvent de vacances vertes, de se promener en vélo, de faire du camping-car, on s'aperçoit qu'on a tous à gagner d'avoir un beau patrimoine. Donc, merci aux grands ambassadeurs du patrimoine. Je pense que tant qu'ils seront là, nous serons là et nous serons contents de faire vivre ce patrimoine dans cette région Champagne-Ardenne. C'est pour ça que notre objectif est demain, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien justement, nous, au niveau de la Fondation du patrimoine, nous allons continuer à multiplier les actions afin d'inciter chacun à s'approprier ou se réapproprier son patrimoine et peut-être participer à sa préservation.
Alors, nous avons déjà fait plusieurs actions. Au mois de mai, par exemple, nous avons monté une exposition dans la vallée de l'Ardre, mélangeant art, vignoble et patrimoine, puisque quelque part, l'art d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Au carrefour des collectivités territoriales à la foire de Châlons-en-Champagne, nous avions un stand commun avec l'UNESCO pour justement montrer notre unité, notre complémentarité sur le territoire. Et voilà, nous allons continuer comme ça dans les différents territoires de Champagne à promouvoir notre action. Nous avons quelques gros dossiers à venir où nous aurons besoin de la générosité des Champenois. Jusque-là, ils nous ont soutenus sans faille et nous comptons vraiment sur eux. Donc, je pense à deux très gros dossiers et un peu petits. La basilique Saint-Remy à Reims, l'église Saint-Syndule d'Auvillers. Et puis, dans les plus petits dossiers, mais qui nécessiteront quand même la générosité des Champenois, ce seront les cadoles de l'Aube, nouveau sujet de la Fondation et de l'UNESCO d'ailleurs, de la mission UNESCO. Donc voilà, les Champenois sont traditionnellement généreux et voilà, nous pouvons être fiers de notre région. Merci de votre écoute et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci. Alors, je vous invite à poser des questions dans le chat. Et pendant que vous posez les questions, je vous invite aussi pour la prochaine conférence. Cette conférence aura lieu le 6 octobre à 18h30. Ce sera une conférence totalement différente. Ce sera une conférence qui traitera des 20 ans de recherche et d'action de la Champagne en réponse au dérèglement climatique. Et les grands experts pour parler de ça seront Dominique Moncomble, qui est ingénieur agronome et membre de notre comité scientifique, et Pierre Naviot, qui est responsable des projets de développement durable au comité Champagne. Donc, cette conférence aura lieu dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. J'ai un scoop. Il y aura aussi une conférence le 9 novembre où nous aurons l'immense honneur d'avoir une prise de parole de l'ambassadrice de France à l'UNESCO qui viendra nous parler de géopolitique et du Fonds africain pour le patrimoine mondial. Et puis, notez aussi dans vos tablettes, le 8 décembre à 18h30, là, on sera juste avant Noël. Donc, on a choisi de vous emmener au cinéma et de vous montrer que le Champagne est une star au cinéma. Voilà. Donc, je vais aller surveiller le chat et puis Bernard de Loriston répondra à vos éventuelles questions. Je vois que nous n'avons pas de questions. Donc, rendez-vous le 6 octobre. Je remercie Pierre Possémé et Bernard de Loriston. J'ai appris plein de choses. J'ai envie d'aller visiter des choses que je ne connaissais pas. Faites la même chose demain et après-demain pour les Journées du patrimoine. Et comptez sur nous pour préserver notre patrimoine mondial de la Champagne. Bonne soirée à tous.